Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles. On vient d'avoir un petit commentaire intéressant en fait de Albert Meda sur la dernière vidéo sur le Duel Commander sur ok mon général vient de se faire ban mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je monte comme deck? Eh bien sa question était ça serait cool d'avoir en complément votre vision du méta à venir, je suis assez curieux. Bon c'est pas vraiment une question mais en tout cas il demandait quelque chose implicitement. Enfin voilà vous me comprenez quoi, genre faites un effort. Et du coup on peut direct en parler en fait de ça. Yuriko est en ban. En fait, MTG Top 8 peut pas nous indiquer qu'est-ce qu'on va voir venir. Moi, je m'attends en fait à avoir pas mal de hype sur les généraux qui sont en test en ce moment. Donc, pour rappel, Edric, Zur et Erayo. Je m'attends à avoir pas mal de Zur. Alors, faut voir que la version peut exister en mode réanimator, hein, du genre je joue un petit sort pas cher pour mettre un ton au cimetière. Donc, par exemple, fin de tour adverse, je fais soif de connaissance, je défausse Yona par exemple, ou Elefnorn, ou Jinji Taxias, ou un truc du genre. Et à mon tour, je vais soit jouer un sort de réanimation, soit jouer mon sort enchanteur qui va attaquer Elefnorn Animate Dead. Et du coup, je peux avoir voilà, ce processus-là pour aller créer de l'avantage. Maintenant, il faut voir que Esper, c'est les meilleures couleurs de contrôle. Donc, je peux juste jouer toutes les meilleures cartes de contrôle qu'on voit actuellement jouer dans Aminatou. On vire juste les cartes qui sont là pour Aminatou, les permanents qu'on nous a fait d'arriver en jeu. Et on met juste du pur good stuff, comme à la vieille époque où Zur était légal, hein, la version Ripelm, rappelez-vous. Sauf que maintenant, on n'a même plus besoin d'une combo parce qu'il n'y a plus 30 points de vie. Donc, on peut juste y aller à coup de Aura de Pemnin, à coup de Acier de la Divinité, de ce genre d'enchantement là, qui vont booster Zur et le protéger ou lui filer du bien de vie, etc. Et on va directement aller chercher les meilleures cartes, les meilleurs enchantements du format pour prendre l'avantage décisif, en plus d'avoir les trois meilleures couleurs de contrôle de Magic. Donc par exemple, j'attaque, je prends Nécropuissance. Voilà. Et immédiatement, j'ai un simili Griselbrand sur la table. Hein, je vais pouvoir payer des points de vie et piocher des cartes un peu tranquillou. Donc l'impact est fort hein, parce que genre Griselbrand il coûtait 1 million, il fallait payer par paquet de 7 et c'était en mono noir. Là tout à coup on a un général, il attaque, il devient Griselbrand. Il est dans les meilleures couleurs de contrôle, il coûte que 4, il a le vol, il a 4 d'endurance. Et il permet de payer un par un. Donc en termes de flexibilité quand même ça se pose là. Et il permet d'aller chercher des cartes comme Assis de la Divinité qui vont remonter le nombre de points de vie pour pouvoir continuer à le faire à vitam aeternam. Par rapport à l'écart face à une Phyrexian Arena, ben, immédiatement vous payez 7, vous piochez 7 cartes, voilà, vous avez pris 7 tours d'avance par rapport à Phyrexian Arena, bravo, et vous les piochez dès votre fin de tour, donc vous piochez une main pleine de contre hein, potentiellement. Donc en termes de contrôle, je pense que Zur se pose là, elle va être très solide. Le pari du comité, c'est que ce sera solide, mais ce sera pas hors norme. Et du coup, c'est typiquement ça en fait qu'on va regarder en fait, tout simplement. C'est des bans expérimentaux. Donc eux-mêmes le disent. C'est pas comme s'ils avaient dit c'est un ban, on est confiant. Enfin, c'est unban, on est confiant. Hein. Ils ont dit c'est un unban expérimental. Il est possible que Zur soit pas trop au-dessus des autres contrôles. Donc on va voir ça. Et je suis vachement intéressé de suivre ça. Pareil, Edric, que ce soit en mode piste, donc avec juste plein de 1 vol et Edric est en mode très all-in, ou en mode plus good stuff bleu-vert. Et rappelez-vous, genre Vanifar, je jouais good stuff bleu-vert avec en plus un général qui était très fort et ça marchait du feu de Dieu. Hein. Donc pour le coup, malheureusement, je pourrais pas être au prochain zap qui tombe à un moment un petit peu très gênant pour moi en fait. Mais en tout cas, je vais clairement suivre ce qui va se passer au prochain zap. Si j'avais dû y aller, clairement j'aurais monté Edric personnellement. Parce que justement j'ai beaucoup aimé jouer ce Good Stuff bleu-vert quand je jouais Vanifar. Et en fait, l'accès aux elfes permet d'avoir un accès à un tempo très fort. Le général a la partie card advantage. Le vert est extrêmement solide, permet très bien de tenir face au mono rouge et ce genre de deck là très agressif dans le format. Le bleu permet, et l'approche en fait fiche permet d'avoir un bon plan face à contrôle. Le deck est très équilibré, il y a moyen d'être très bon face à tout. Donc moi j'aurais, je pense, pris Edric, même si il y a le risque de tomber face à des Mars et ce genre de personnes qui vont faire ha ha ha, je sors bleu rouge contrôle et je te défonce. Ça peut arriver. Et j'aurais, ben, il y a des gens qui vont sortir Rayo, c'est sûr, donc on peut déjà dire que ce sera dans le metagame. Euh, J'aime pas Erayo parce que c'est soit contrôle mou, soit très all-in. Et que dans les deux cas, on prend un risque qui est soit de perdre au tempo
soit de perdre au manque de consistance, de capacité à juste sortir correctement tout le temps du deck. On va, voilà, typiquement en fait, Rayo il va peut-être faire des games débiles où il fait haha T2 j'ai flippé Rayo, haha je suis trop fort. Et en fait, il a la main vide. Et pour peu que vous ayez, enfin voilà, que vous fassiez des choix un petit peu intelligents sur voilà, sur le reste de vos cartes, ça va bien se passer. Et le pire qui peut se passer, c'est le mec qui fait RIO, hop, un spell à 0, un spell à 0. Et là, spell à 0 ou à 1, peu importe, hein, capacité de flip dans la pile, je tue RIO. Voilà, tu viens de perdre ton général qui coûte maintenant 4 et 3 cartes dans le vent. Et ça peut être dramatique. Donc, je pense qu'il y aura des RIO et je pense que ça peut faire des trucs corrects, hein, mais je pense que c'est la pire des trois. Et personnellement, je la jouerai pas. Autant Edric, ça me fait plaisir. Zur, bah, je suis toujours fan de ce genre de couleur là et c'est solide, même si je préfère jouer combo ou un petit peu tempo et un peu moins contrôle en ce moment. Et voilà, là c'est solide. Donc là on a déjà 3 decks où sans surprise ils vont être dans le metagame. Je peux aussi vous dire que sans surprise, rouge aggro va toujours être présent, que ce soit du coup des Karizev ou des Tajik par exemple, hein. Il y aura toujours des gens pour jouer Titania. Je pense toujours que c'est solide en fait, mais c'est trop lent, c'est pas assez explosif, c'est pas assez punitif, il n'y a pas assez de cartes impactantes de couleurs variées, notamment de removal pour punir les decks adverses. Il y a trop de moyens de perdre en fait sans avoir de moyens d'interagir. Et souvent pour le coup, alors en plus moi je joue combo régulièrement, mais souvent quand je joue face à des Titania, ils sont juste à me regarder et à faire ah je peux pas interagir. Bah oui tu joues mono vert. Voilà, je suis désolé, mais au moins Surak qui joue mono vert, mais il va plus vite quoi, il colle des tatanes. Donc voilà. Ensuite, on va forcément avoir encore du partner, du partner. Bah, partner, on va en avoir, mais c'est très varié, partner. Donc, plus précisément, du partner agressif, type donc à Kiritimna, par exemple, le fameux Akimna qui a été popularisé, qui est franchement sympa. On pourrait se retrouver avec du Team Narian, par exemple, c'est solide, hein. On a vu du Timna et Ikrashidiki parce que bah, c'est deux couleurs seulement, c'est compact, les deux généraux sont solides, sont difficiles à gérer, vont permettre de faire du card advantage mais aussi de regagner des points de vie, donc avoir un plan de jeu cohérent à la fois face à aggro, face à contrôle, ce qui n'est pas anodin non plus, dans des couleurs qui gèrent au final assez bien aussi combo, donc vraiment solide. Saska bien sûr c'est du coup un des métronomes du format. Donc ça c'était pour les agros, bien sûr on va continuer à en voir et ça va continuer à être des bons choix. Voilà. Donc Titania comme je vous disais pour moi c'est un moins bon choix. Par contre tout ce qui est les rouges agros, que ce soit Karizev, Tajik, Akimna, etc. Je pense que c'est assez solide et des choix, des bons choix corrects. Saskia c'est toujours hyper, c'est la solidité. Et alors surtout dans un format où éventuellement il y a des choix un peu plus tier 1 qui se sont fait ban. Revenir sur le choix de la solidité de Saskia et de Kess, c'est pas mal, hein. Faut pas hésiter à jouer ce genre de choix de la sécurité. Avec Saskia, rappelez-vous, vous êtes trop prévisible. Là où un Red Deck Queen peut faire haha, tu t'attendais pas à ce que j'ai 3 blasts dans ma main, hein. Saskia, il fait moins ça. Et il y a du coup vraiment la question de comment est-ce que vous allez créer la surprise et vous assurer que il n'y a pas juste votre adversaire qui à chaque tour prévoit exactement ce que vous allez faire et joue au tour et arrive du coup à gagner la course. Ce qui serait quand même franchement dommage. Donc c'est pour ça qu'en fait les plus de Hexproof pour 1, ils sont critiqués parce que c'est des mauvaises cartes. C'est des mauvaises cartes qui, moi je les jouais dans Vanillifar, hein, parce que c'est des mauvaises cartes qui remplissent un rôle ici qui est de ne pas pouvoir être trop prévisible, qui est que votre adversaire va essayer de maximiser sa ligne pour gagner et en ce faisant il va prendre un risque dans lequel il va se faire punir au moment où vous aurez votre plus de Hexproof face à son anti-bet. Donc pour le coup personnellement je les jouerais si je voulais créer la surprise avec Saskia et essayer de jouer cette carte là. Ensuite Akiri Silas, alors il y a beaucoup de versions, il y a la version notamment tempo, la version contrôle, et je pense que les deux sont très solides et méritent d'être joués. Et de toute façon on va encore avoir K.O. qui va monter 35 decks hyper solides puis revenir sur son Akiri Silas faire ha 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 non mais moi de toute façon moi je joue Akiri Silas, voilà typique, hein. Donc ça va faire partie du metagame. Ensuite tous les petits autres decks là j'y crois moins, voilà
comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait un report de Zap, il y a genre 80 decks différents parce que c'est le format Commander et on sait jamais sur quoi on va tomber. Donc il y aura forcément toujours autant de variétés de gens qui veulent tenter de faire performer un archétype, de gens qui aiment une combinaison, qui aiment des généraux en particulier ou des couleurs en particulier, de gens qui se disent ça a plus de potentiel qu'on veut bien y croire et qui vont essayer de le faire performer. C'est génial et ils contribuent vraiment à la richesse du Commander. Et voilà, j'adore tous les gens qui font ça. Et ça m'arrive super souvent d'arriver en tournoi et de tomber face à un deck et faire waouh, t'as joué ça, mais il est. Attends, vas-y, montre-moi ton deck. Ah, il est tellement flavorful. Et genre, il a l'air tellement cool, mais j'ai pris du plaisir à jouer contre. Et je me dis waouh, il doit être fun à jouer quoi. Et oui, moi je l'ai pas joué parce que j'ai d'autres préférences et j'ai choisi peut-être. J'ai mon côté Spike, hein, désolé, j'ai choisi un deck pour gagner aussi et pour maximiser mes chances de faire top 8. Mais souvent, je trouve comme ça des decks qui sont vraiment stylés quoi. Ensuite, dans les contrôles, on a toujours des. En tout cas, dans les apps, il y a toujours des Aminatou, des Lord Windgrace et des proches qui traînent dans les top 16. Hein, et je pense que ça va continuer. Kess, je pense vraiment que c'est un choix solide. Et les gens n'arrivent pas beaucoup à le faire performer. Mais surtout là où on vient de bannir 3-4 tier 1, profitez-en. Kess, c'est solide. Chrome Timna, Chrome Silas, Chrome Trazios. C'est pareil des combinaisons de partenaires contrôle qui peuvent performer. En fait, ce qui est compliqué, c'est de vous faire le double langage de qu'est-ce qui a le plus de chances de performer. Il y a beaucoup de choses en fait. Et qu'est-ce que vous allez voir. Parce qu'en fait, il y a tellement de decks différents. En termes de popularité, forcément, vous allez voir les 3 nouveaux decks qui viennent d'être unban qui seront très joués. Et Red Deck Win, notamment surtout Karizev. Beaucoup de partenaires, mais très variés forcément. Et je pense qu'on aura plus de contrôle que d'aggro. Peut-être du coup du J-Troc, du Team Natrazios qui seront assez joués, moins de reste de combo. Donc combo va perdre en représentation, ce qui veut dire qu'il y aura moins à se soucier de contrôle, de combo. Si vous voulez faire une impasse pour un prochain tournoi, genre J-Troc, il y a 3 clampins qui le jouent à chaque fois. Pareil pour Traos Timna, allez 7 au grand max, quoi. Il y aura 100 joueurs au prochain zap. Faites l'impasse sur combo, ce sera 10% du field à tout casser. S'il y a une impasse à faire, vous pouvez la faire celle-là actuellement. Et du coup, bien sûr, il y a des joueurs de combo qui vont peut-être dire haha, je fais mon malin, vas-y, je vais essayer de performer grâce à ça. Mais Team Atrasios, ça passe par des créatures. Hein. Genre, vous métagamez face à Agro, vous métagamez face à Team Atrasios, il n'y a pas de secret. J-Troc, c'est un peu plus spécifique, mais J-Troc, personne ne le joue. Ou alors, ils se prennent 45 warnings pour slow play. Donc, c'est pas non plus une menace vraiment formidable. Voilà. Du coup, revenons là-dessus. Beaucoup d'aggro, surtout rouge. Les 3 nouveaux généraux qui vont être unban, donc du Fish, Sai et Edric, du Control, Erayo et Zur, mais aussi Aminatou, peut-être du Windgrace, peut-être du Kess, moi j'ai mis vraiment dessus. Du coup, combinaison de partner control, pourquoi pas du Leovold, hein, ça pourrait arriver. Queen Marshazar, je trouve que c'est toujours pas bien. Les Kenris Twins, c'est compliqué parce que en fait c'était marrant, c'était Soratami qui me présentait son deck comme ça. C'est écoute, je passe tout leur game à souffrir parce que je joue des cartes qui datent de 2005 alors que les mecs me sortent des spoilers de 2018. Puis il y a un moment où j'arrive à sortir, voilà, j'arrive à mes 6 mana, je peux sortir mes généraux de 2019 et là franchement je me sens bien. Ouais, franchement, d'un coup, quand j'ai des généraux récents sur la table, ça va beaucoup mieux. Du coup, ça résume un peu le potentiel des généraux où la difficulté, c'est de survivre. Et on le dit toujours, hein, le format est extrêmement rapide, très orienté tempo en ce moment. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu quand vous jouez contrôle à survivre. Et c'est pour ça aussi que Kess, avec le rouge-noir, a beaucoup plus de facilité à survivre à cette early game. Et en plus, en général, qui coûte que 4, qui peut ramener un anti-bet immédiatement, qui peut ramener des trucs qui auraient potentiellement plusieurs modes, hein, call against command, faire un petit salade tomate oignon, les habituels quoi. Et du coup arriver à mieux gérer les différentes situations, à mieux survivre à ces jeux agressifs. Donc voilà. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les jeux qui étaient déjà populaires et qui n'ont pas pris de ban vont rester populaires, que les généraux en unban expérimentaux vont être très joués parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir voir ce qu'ils ont dans le ventre et qui sont en train de les tester en ce moment et qui se disent waouh, il est complètement pété, vas-y je le joue, je vais perfer avec. Je pense que Control va avoir un petit rebond de popularité parce qu'il y a des nouveaux choix
et parce que des trucs qui pouvaient être un petit peu difficiles à gérer avant sont plus là, le format est peut-être un petit peu plus narrow, plus étroit, plus restreint, et du coup c'est peut-être plus facile de metagamer contre. Il y a peut-être notamment des gens qui vont se dire, bah justement, Kess, avec l'accès au noir et au rouge, ça gère très bien Edric, et ça peut être un très bon choix metagamer pour punir tous ces joueurs agressifs, tous ces joueurs de Edric, metagamer vraiment contre, avoir justement des cartes qui font bon anti-bet, éventuellement qui vont faire anti-bet live gain, ou qui vont en tout cas permettre de vraiment dérouler ces joueurs-là qui se sont dit oh vas-y Edric c'est un super plan, bam, voilà tous les kikous on leur rabat la tronche bien comme il faut quoi. Donc il y aura sûrement de ça. Pour autant, justement en fait, il y aura tellement entre ça et Edric qui sont des fiches vraiment qui ont une très bonne capacité grâce au bleu à contrer les plans de contrôle et tous ces rouges agressifs qui peuvent surprendre. Faudra faire super gaffe. Contrôle, c'est pas le plan facile. Hein. Son contrôle, c'est toujours il faut arriver à survivre à tout cet early game. Donc les trucs qui vont faire la différence, ça va être si vous jouez aggro, à quel point est-ce que vous savez jouer ces match-up aggro tendus avec notamment des phases d'attaque et de bloc complexes et les moments où quand est-ce que je mets mon blast dans la tronche, quand est-ce que je le mets sur sa créature, quand est-ce qu'il vaut mieux virer un bloqueur même si il est nul pour plus vite arriver sur sa tronche. Ça va être des vraies questions. Face à contrôle, ça va être bien sûr, on va voir arriver des pyroclasmes, on va voir arriver des slackstorm, donc des Vras à pas cher, et du coup arriver à bien jauger jusqu'où je suis prêt à me positionner sur le board pour avoir un impact, et à quel moment est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que je vais trop gaspiller de ressources face à la Vras. Ça va être vraiment important parce que si vous ne mettez pas assez de ressources sur la table, vous ne descendez pas assez les points de vie adverses, vous ne le mettez pas assez proche des Vras et au moment où il va stabiliser, vous n'arriverez pas à conclure. Mais si vous mettez trop sur la table, il va vous punir tellement fort que vous n'arriverez pas à atteindre ce seuil-là où vous pourrez le finir. Donc il y aura un enjeu à s'entraîner sur ces deux points-là. Et si vous jouez contrôle, vraiment, l'essentiel, c'est d'arriver à mettre suffisamment vraiment de ressources à pas crever la gueule ouverte face aux jeux tempo et aggro qui ont un tempo phénoménal en fait, qui vont juste tellement vite et avec des petits trucs qui, pour pas cher, qui vous disruptent vos plans. Il y a ça va vraiment falloir bien le jouer. Et ensuite, bien sûr, vous allez du coup vous retrouver en miroir de contrôle. Et là, souvenez-vous, il y a des basiques, mais genre le premier qui joue une carte pendant son tour a perdu, hein. c'est les classiques, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Faut vous souvenir que le miroir de contrôle, en fait, il y a deux phases, il y a la phase passive et la phase active. Et c'est notamment aussi une guerre psychologique en fait. On peut chercher une ouverture, mais il faut faire très attention à pas commit ses conditions de victoire. Pas perdre en fait ses kills, pas perdre éventuellement ses piocheurs en fait qui vont être le nerf de la guerre. Et parfois faire juste land go et espérer du coup arriver à jouer le rôle du contrôle dans le match-up, ça peut être très très fort. Il y a des fois où on sait en fait avec la structure de notre deck qu'on va pas pouvoir assumer le rôle du contrôle. Et il y a des fois où on voit qu'on est en death, en tout cas voilà, on ne pioche plus de terrain et que soit il va falloir avoir vraiment des nerfs et être prêt à passer 5 tours à faire draw discard et ça peut être un vrai plan, hein. Genre il aura plus de terrain que vous, ok, mais vous aurez plus de cartes de qualité dans votre main et c'est pas encore le moment de baisser les bras. Ça se trouve il est encore temps de faire juste draw discard. Mais parfois vous serez obligé de bouger et il faudra trouver le meilleur moyen de bouger pour pas vous faire punir. Parce que le pire truc qui peut arriver dans un miroir de contrôle, c'est vous bougez pendant votre tour, vous faites une bataille de contre. Si vous la perdez, c'est l'apocalypse parce que à son tour, il dégage, il pose sa menace, il passe, il lui reste encore des tonnes de mana pour protéger sa menace et contrer les vôtres et c'est juste irrattrapable. Ou ok, vous avez réussi à passer votre menace, début de son tour, il tue la vôtre, il met la sienne et il a encore du mana en rab. Et c'est pareil, vous dégagez, vous êtes là en mode comment je reviens. Et même si là, vous redépensez des ressources pour faire ok, je tue la tienne, je gagne la bataille de contre pour la tuer, je pose un truc, il redégage avec tout son mana pour être lui aussi plus cost efficient. Et du coup, à partir du moment où vous avez bougé le premier pas correctement et vous avez perdu cette première initiative, c'est extrêmement dur de revenir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire traîner la phase passive et à vraiment le gagner en mode guerre psychologique.
Et un truc qui est super drôle, c'est c'était le tournoi où j'ai joué Teferi et où j'avais discuté avec Soratami et on était venus ensemble. Et il y a un moment où on se retrouve côte à côte. Et moi j'avais hésité à jouer contrôle parce qu'un truc que j'adore c'est le miroir de contrôle. Et on se retrouve côte à côte. Il joue Will Rowan, je joue Teferi. Et on regarde nos adversaires, c'est deux contrôles. Moi je suis face à Atraxa et lui il est face à Grand Arbitre. Et du coup, on est là en mode ah, trop cool, des contrôles, super, mon match-up préféré quoi. Et on est tous les deux souriants et les deux mecs en face font la gueule. Parce que nous, on s'est joué le match-up et on a appris à l'apprécier à force vraiment de galérer dessus. Et en face, ils sont là en mode ah non, pas un miroir de contrôle, je déteste ça. Et du coup, on se dit déjà ah, j'ai l'ascendant psychologique et probablement je sais mieux jouer le match-up que lui. Et du coup, immédiatement, nous on sait quels sont nos trucs, ok, donc je vais le laisser prendre les risques et je vais le punir et je vais faire land go, land go, land go. Et on connaît déjà le truc. Et moi, je regardais déjà, j'étais un peu plus tempo combo, alors que Soratami était vraiment contrôle. Et du coup, il avait un vrai miroir de contrôle. Donc, forcément, je savourais un peu, genre, comme mon adversaire réfléchissait, je regardais leur match, quoi. Comment ça se passait. Et c'était super drôle, parce que je voyais du coup, son adversaire, grand arbitre, qui est là, genre, oh mon dieu, comment est-ce que je vais trouver une ouverture. Et Soratami, qui était là genre land go, ah non mais c'est pas à moi de bouger, hein, c'est moi le contrôle, hein, et qui était directement en train de pousser son ascendant psychologique et de pousser son adversaire à l'erreur. Et c'était super beau, moi je riais intérieurement, c'était extrêmement savoureux. Parce que en fait, je voyais vraiment qu'il était en train de dérouler tout son jeu aussi bien sur le board que psychologiquement. Et en plus, lui il montre, en fait, vraiment il fait draw, land, go. Son tour a duré 5 secondes. Et du coup, genre l'impact psychologique pour la personne en face, c'est chaud parce qu'il est là, genre waouh, il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement ce qu'il sait, ce qu'il fait, il connaît par cœur le match-up, il sait exactement ce qu'il faut faire. Oh mon dieu, je vais jamais m'en sortir. Genre, l'impact d'aller aussi vite parce que vous savez ce que vous faites et que vous savez très bien le moment où vous allez bouger, il fait extrêmement mal. Hein. Waouh, ça déroule une personne. Donc voilà, ça c'était un peu un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on va voir, comment ça va se passer, c'est quoi les enjeux. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous donne un peu un meilleur aperçu du format et de ce que moi je trouve le plus prometteur dans le format. Rappelez-vous encore une fois que c'est un format jeune dans lequel on peut vraiment trouver des opportunités, que jouer le deck que vous connaissez le mieux, c'est souvent le meilleur choix parce que du coup vous arriverez mieux justement à connaître les clés du match-up et à mieux le jouer et à pousser votre ascendant psychologique aussi bien que tactique et technique et que tout ce que vous voulez. Donc ça peut être un vrai plan. Et des jeux comme Surak par exemple, en fait ils peuvent créer la surprise. Ils ont les atouts avec hop, plus de hexproof, le fait que tiens bah, je joue un ton, il a la célérité, je te sauce à 1 million et j'ai berserk en main. Il y a des outils dans le jeu pour créer la surprise, avoir une game gratuite sur la surprise, une que vous gagnez à la régulière et une que vous avez perdue parce que le mec en face a bien joué. Et vous avez quand même gagné 2-1, vous avancez, et vous accrochez un top 8 en fait. Et du coup, il y a vraiment plein de moyens d'accrocher un top 8, mais la question qu'il faut vous poser, c'est quels sont les decks que vous connaissez, quels sont les match-ups que vous connaissez, c'est quoi, sur quoi est-ce que techniquement vous avez l'avantage, sur quoi est-ce que techniquement vous pouvez vous entraîner, hein. Est-ce que vous avez quelqu'un qui joue très bien gros pour vous entraîner sur le match-up, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus, quoi, et trouver c'est quoi votre ascendant à vous et votre manière d'aborder ce tournoi. Comme je vous l'ai dit, moi j'aurais joué Edric pour le prochain Zap, parce que déjà j'ai envie, j'aime les couleurs, je les connais bien. Tempo, ça fait quelques temps que je le joue. En fait, je me vois très bien arriver à jouer aussi bien le match-up aggro que le match-up contrôle, que le match-up combo. Je me projette en fait extrêmement bien dans le deck et j'aurais pu m'entraîner pour le perfectionner. Pareil, Zur, je l'ai joué à une époque et je me vois arriver à le jouer. Mais sinon, j'aurais peut-être tenté et c'est un truc que je suis encore en train de voir, mais peut-être tenté de faire fonctionner Shoelane. Si j'avais pas réussi à faire fonctionner Shoelane, je me serais peut-être rabattu si je voulais jouer justement un peu plus un tempo combo sur Traostimna. Voilà, qui est toujours un choix qui est solide. Voilà, donc il y a toujours en fait la question de comment est-ce que vous amenez ça. Un autre truc que j'aurais pu faire, c'est me dire, bah tiens, j'ai l'habitude de jouer tempo combo. Mais peut-être plus en high tide et hop je sors Kess ou Will Rowan et je tente de les faire fonctionner avec ce plan de jeu là. Donc au final des jeux qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu voir, genre Kess on le voit plus souvent en contrôle, peut-être pas en combo. Donc chacun en fait va trouver genre c'est quoi son style de jeu, c'est quoi ce qu'il veut amener, c'est quoi sur lequel il est fort, sur lequel il peut trouver vraiment une accroche au metagame. Et c'est ça qui va être important, c'est genre à toi, et toi à quoi tu joues quoi. Comment est-ce que toi
tu te sens capable d'aborder ce metagame et de lui déchirer la tronche. Voilà, sur ces belles paroles, à très bientôt sur Chronicles.